Il y a des douleurs qui marquent notre chair pour toujours, et d'autres qui sommeillent en nous pendant des décennies. Margaret Sullivan, 68 ans, découvrit que son corps gardait des secrets qu'elle avait oubliés. Cette veuve courageuse vivait seule dans son ranch du Wyoming, luttant chaque jour pour garder la terre de sa famille. Un matin, elle remarqua une bosse bizarre sur son genou. Pensant à une infection, elle décida de la soigner elle-même. Mais quand la bosse éclata, ce qui en sortit la choqua complètement. Un petit morceau de métal rouillé tomba dans sa main. Un fragment qui venait d'un accident survenu 40 ans plus tôt. Un accident qu'elle pensait avoir oublié. Cette découverte allait changer sa vie pour toujours. Que s'était-il vraiment passé ce jour-là? Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous. Car demain, je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Margaret Sullivan tenait encore le fragment de métal dans sa paume tremblante, fixant ce petit morceau d'histoire qui venait de ressurgir de sa chair. La douleur lancinante dans son genou était presque oubliée face à la stupéfaction qui l'envahissait. Comment était-ce possible? Comment son corps avait-il gardé ce secret pendant 4 décennies? Elle referma doucement ses doigts sur l'objet et se dirigea vers la fenêtre de sa cuisine. À travers les carreaux poussiéreux, elle contempla les vastes étendues de son ranch, 3000 hectares de terre aride et généreuse à la fois, héritée de son père, puis partagée avec Robert pendant 35 années de mariage, et maintenant sienne seule depuis 5 longues années. Le ranch Sullivan s'étendait sous le ciel immense du Wyoming, bordé au nord par les montagnes Bighorn, dont les sommets enneigés brillaient dans la lumière matinale. Les pâturages ondulaient doucement vers l'horizon, parsemés de bouquets de sauge et d'armoises qui embaumaient l'air sec. C'était une terre dure, qui ne pardonnait pas les erreurs, mais qui récompensait ceux qui savaient l'écouter et la respecter. Margaret avait appris ses leçons dès l'enfance. Née ici en 1955, elle avait grandi avec le bruit du vent dans les herbes hautes et le mugissement lointain du bétail. Son père, James Sullivan, était un homme taciturne mais juste, qui lui avait enseigné que la terre était un héritage sacré, quelque chose qu'on ne vendait jamais, qu'on transmettait. La terre se souvient de tout, lui disait-il souvent en regardant les couchers de soleil depuis la véranda. Elle garde nos pas, nos larmes, nos joies. Elle est notre mémoire. Ces mots résonnaient maintenant d'une façon troublante dans l'esprit de Margaret. Si la terre se souvenait de tout, que dire du corps humain? Elle traversa lentement sa cuisine, ses pas résonnant sur le plancher de bois usé. La maison elle-même racontait l'histoire de 3 générations de Sullivan. Construite en 1892 par son grand-père irlandais, elle avait résisté aux tempêtes, aux sécheresses, aux hivers impitoyables. Chaque pièce portait les traces du temps, les marques de croissance griffonnées au crayon sur le chambranle de la porte, témoins de l'enfance de Margaret, et plus tard de ses propres enfants qui venaient passer leurs étés ici avant de partir vivre leur vie en ville. La photographie sur le manteau de la cheminée attirait toujours son regard. Robert et elle, le jour de leur mariage en 1975. Ils étaient si jeunes, si confiants en l'avenir. Robert McAllister, le fils du ranch voisin, aux yeux bleus perçants et au sourire qui faisait fondre son cœur. Il avait 24 ans, elle en avait 20. Ils croyaient que rien ne pourrait jamais les séparer. Pendant des années, ils avaient formé une équipe parfaite. Robert s'occupait du bétail et de la mécanique, Margaret gérait les finances et s'occupait des chevaux. Ensemble, ils avaient modernisé l'exploitation, installé de nouveaux systèmes d'irrigation, agrandi les pâturages. Ils avaient survécu aux crises économiques, aux années de sécheresse, aux fluctuations imprévisibles du marché de la viande. Mais en 2010 à 8, un infarctus foudroyant avait emporté Robert en quelques minutes, la laissant seul face aux 3000 hectares et aux 200 têtes de bétail. Les médecins avaient dit qu'il n'avait pas souffert. Margaret n'était pas sûre que ce soit mieux. Depuis, elle se battait seule. À 68 ans, elle était encore capable de monter à cheval, de réparer une clôture, de soigner un veau malade. Mais les nuits étaient longues, et parfois, le poids de la solitude devenait écrasant. Les factures s'accumulaient, les équipements vieillissaient, et elle n'avait pas les moyens d'embaucher l'aide dont elle aurait eu besoin. Ses enfants Paul et Jennifer vivaient respectivement à Denver et Seattle. Ils téléphonaient régulièrement, s'inquiétaient pour elle, lui suggéraient doucement de vendre le ranch et de venir s'installer près de l'un d'eux. Il ne comprenait pas que partir d'ici équivaudrait à mourir un peu. Cette terre était dans son sang, dans chacune de ses respirations.
Le bruit d'un moteur la tira de ses pensées. Par la fenêtre, elle vit la camionnette bleue du docteur Peterson qui remontait l'allée de gravier. Harold Peterson avait 72 ans et était officiellement à la retraite depuis 5 ans, mais il continuait à visiter ses anciens patients dans les ranchs isolés. C'était un homme petit et rond, avec une barbe blanche soigneusement taillée et des yeux malicieux derrière ses lunettes. Margaret glissa rapidement le fragment de métal dans la poche de son jean et se dirigea vers la porte d'entrée. « Bonjour Harold », dit-elle en ouvrant la porte. « Moustiquaire. Qu'est-ce qui vous amène par ici? »« Oh, je passais voir les Henderson et je me suis dit que j'allais prendre de vos nouvelles. » Il grimpa les marches de la véranda avec précaution. « Comment va cette jambe qui vous faisait souffrir la semaine dernière? » Margaret sentit son cœur s'accélérer. « Ça va mieux, merci. »« Tant mieux. À notre âge, il faut faire attention aux douleurs qui persistent. » Il s'installa dans l'un des fauteuils en osier de la véranda. « Vous savez, Margaret, je ne cesse de vous admirer. Tenir ce ranch toute seule à votre âge, ce n'est pas donné à tout le monde. Robert m'a appris à ne jamais abandonner. Il était fier de vous, ça se voyait. Mais lui aussi aurait voulu que vous preniez soin de vous. » Margaret hocha la tête, mal à l'aise. Harold avait ce don pour lire en elle, pour deviner ses inquiétudes avant même qu'elle les formule. « D'ailleurs, continua le médecin, Sarah Chen m'a dit qu'elle était passée la semaine dernière pour vacciner vos chevaux. Elle s'inquiète aussi pour vous. Sarah Chen était la nouvelle vétérinaire de la région, une jeune femme de 32 ans, énergique et compétente. Elle avait repris le cabinet du vieux docteur Williams quand celui-ci avait pris sa retraite. Au début, certains éleveurs avaient été sceptiques une femme, et en plus d'origine asiatique, mais Sarah avait rapidement fait ses preuves. Elle connaissait son métier et n'avait pas peur de se salir les mains. « Sarah est une fille bien, » admit Margaret. « Elle me rappelle un peu comment j'étais à son âge. Déterminée à prouver qu'elle pouvait réussir dans un monde d'hommes. Elle a du respect pour vous, vous savez. Elle dit que vous êtes l'une des meilleures éleveuses qu'elle connaisse. » Margaret sourit malgré elle. Les compliments étaient rares dans sa vie, et elle les appréciait quand ils venaient. Ils bavardèrent encore quelques minutes de la météo, des prix du bétail, des nouvelles du comté. Harold finit par se lever pour partir, mais s'arrêta au bas des marches. « Margaret, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Et je ne parle pas seulement de problèmes médicaux. Parfois, on a juste besoin de parler à quelqu'un. » Après son départ, Margaret resta sur la véranda, regardant la poussière soulevée par la camionnette retomber lentement sur l'allée. Elle sortit le fragment de métal de sa poche et l'examina de nouveau à la lumière du jour. C'était un morceau d'acier, probablement d'un véhicule, rongé par la rouille mais encore reconnaissable. Une partie semblait avoir été tordue par un impact violent, un accident, 40 ans plus tôt. Mais lequel? Elle avait beau fouiller sa mémoire, rien ne lui revenait. Pourtant, ce morceau de métal avait séjourné dans son genou pendant toutes ces années, témoin silencieux d'un événement qu'elle ne parvenait pas à se rappeler. Elle rentra dans la maison et se dirigea vers le salon où trônait un vieux secrétaire en noyer, héritage de sa grand-mère. Dans le tiroir du bas, elle conservait des albums photos, des documents importants, des souvenirs. Peut-être y trouverait-elle un indice, une photo, quelque chose qui réveillerait sa mémoire. Elle sortit l'album de 1983 et s'installa dans son fauteuil préféré. Les pages jaunies révélaient des instantanés de sa vie d'alors. Robert et elle devant la maison fraîchement repeinte, leurs enfants encore petits jouant dans la cour, des barbecues avec les voisins, des images de bonheur simple et authentique. Mais en tournant les pages, elle remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait un trou dans ses souvenirs, comme si plusieurs semaines de cette année-là avaient été effacées. Les photos passaient directement du début de l'été à l'automne, sans transition. Où étaient les clichés de juillet et août? Margaret ferma l'album, troublée. Comment pouvait-on oublier plusieurs mois de sa propre vie? Et pourquoi ce fragment de métal choisissait-il de ressurgir maintenant, après toutes ces années? Le soleil déclinait déjà à l'horizon, teintant les montagnes de rose et d'or. C'était l'heure où elle faisait habituellement sa tournée du soir, vérifiant les clôtures, comptant les bêtes, s'assurant que tout était en ordre. Mais aujourd'hui, elle n'arrivait pas à se concentrer sur ses tâches routinières. Elle monta dans sa chambre et ouvrit le tiroir de sa table de nuit. Au fond, enveloppé dans un mouchoir en dentelle, se trouvait son journal intime de l'époque. Elle ne l'avait pas ouvert depuis des années, mais peu. Être contenait-il les réponses qu'elle cherchait? Les premières pages étaient remplies de l'écriture soignée de sa jeunesse, des réflexions sur la vie au ranch, ses projets avec Robert,
ses espoirs pour l'avenir. Mais arrivé au mois de juillet 1983, les pages étaient vierges, complètement vierges, comme si elle avait cessé d'écrire pendant des semaines. Margaret referma le journal, le cœur battant. Il y avait définitivement quelque chose qu'elle avait oublié, quelque chose d'assez important pour qu'elle arrête d'écrire, pour que toute trace en soit effacée de sa mémoire consciente. Elle redescendit à la cuisine et prépara machinalement son dîner, l'esprit ailleurs. Le fragment de métal trônait sur la table, petite et innocente en apparence, mais chargée d'un mystère qui commençait à l'obséder. Dehors, la nuit tombait sur le ranch Sullivan, apportant avec elle le chant des coyotes et le murmure éternel du vent dans les herbes. Mais cette nuit, Margaret ne trouverait pas le sommeil facilement. Trop de questions se bousculaient dans sa tête. Trop de zones d'ombre dans ses souvenirs demandaient à être éclairées. Elle ne savait pas encore que cette découverte fortuite allait la mener sur un chemin qu'elle n'était pas certaine de vouloir emprunter, vers une vérité enfouie qui pourrait changer sa perception de toute sa vie. Le lendemain matin, Margaret se réveilla avec une résolution nouvelle. Elle devait découvrir la vérité sur ce fragment de métal et sur ces mois manquants de 1983. Après le petit déjeuner, elle décida de se rendre en ville pour consulter les archives du journal local. Peut-être y trouverait-elle mention d'un accident survenu cette année-là. La route jusqu'à Clearwater s'étirait sur 45 km de bitume ondulant à travers les collines. Margaret conduisait sa vieille camionnette Ford avec précaution, le fragment de métal posé sur le siège passager, enveloppé dans un mouchoir. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder de temps en temps, comme si l'objet allait soudain lui révéler ses secrets. Clearwater était une petite ville de 3000 habitants, avec sa rue principale bordée de magasins aux façades de briques rouges et ses maisons victoriennes aux jardins soignés. Le bureau du Clearwater Gazette se trouvait dans un bâtiment historique près de la mairie. Margaret poussa la porte en verre, faisant tinter la clochette d'entrée. « Margaret Sullivan !» s'exclama une voix familière. « Quelle surprise de vous voir ici !» Derrière le comptoir se tenait Betty Morrison, une femme de 60 ans aux cheveux argentés, qui travaillait au journal depuis plus de 30 ans. Elle avait été camarade de classe de Margaret au lycée et elle se connaissait depuis l'enfance. « Bonjour Betty !» répondit Margaret avec un sourire forcé. « J'aimerais consulter vos archives. Je cherche des informations sur un possible accident survenu en 1983. » Le visage de Betty s'assombrit légèrement. « Un accident? Quel genre d'accident? » « Je ne sais pas exactement. Peut être impliquant un véhicule. » Durant l'été 1983. Betty l'observa avec attention. « Margaret, vous allez bien? Vous semblez préoccupée. » Margaret hésita un instant, puis sortit le fragment de métal de sa poche. « J'ai trouvé ceci dans mon genou hier. Le médecin dit que ça pourrait venir d'un accident ancien. » Betty examina le morceau d'acier, rouillé avec curiosité. « Mon Dieu, comment est-ce possible? Vous ne vous souvenez de rien? » C'est justement le problème. J'ai l'impression qu'il me manque des souvenirs de cette période. Betty hocha la tête pensivement. « Venez, je vais vous installer dans la salle d'archives. Nous gardons tous les numéros depuis 1920. Si quelque chose s'est passé cet été-là, nous en avons forcément parlé. » Elle conduisit Margaret dans une petite pièce au fond du bâtiment, tapissée d'étagères métalliques remplies de journaux reliés. L'odeur du papier jauni et de l'encre ancienne flottait dans l'air. « Les numéros de 1983 sont sur cette étagère, » indiqua Betty. « Prenez votre temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. » Margaret s'installa à la petite table et commença à feuilleter les journaux de l'été 1983. Les titres défilaient. Fête du comté, nouveau directeur à l'école, fluctuation des prix du bétail, mariage, naissance, décès, rien sur un accident notable. Elle était sur le point d'abandonner quand elle tomba sur l'édition du 15 août 1983. En première page, un gros titre attira son attention. Tragique accident sur la route du lac Mirror, 2 morts, une blessée grave. Le cœur de Margaret se serra. Elle lut l'article avec une attention fébrile. Samedi soir, vers 23 heures, un terrible accident a endeuillé notre communauté. Une voiture transportant 3 jeunes gens est sortie de la route dans un virage dangereux de la route du lac Mirror avant de percuter un arbre. Mark Henderson, 10 à 9 ans, et Lisa Warner, 10 à 8 ans, ont trouvé la mort sur le coup. La 3e passagère, dont l'identité n'a pas été révélée, a été transportée à l'hôpital de Sheridan dans un état critique. Margaret sentit ses mains trembler. La route du lac Mirror passait près de son ranch,
et ces noms Mark Henderson, Lisa Warner, il lui disait quelque chose, comme un écho lointain dans sa mémoire. Elle continua à lire. Selon le shérif Tom Bradley, les causes de l'accident restent à déterminer. La pluie torrentielle de ces derniers jours avait rendu la chaussée glissante. Les familles des victimes demandent que leur intimité soit respectée en ces moments difficiles. Un détail la frappa soudain. L'article mentionnait que l'accident avait eu lieu un samedi soir et qu'il y avait eu de la pluie. Elle se souvenait maintenant de ces orages violents de l'été 1983 qui avaient inondé certaines parties du ranch. Mais pourquoi ne se souvenait-elle pas de cet accident? Si c'était arrivé si près de chez elle, elle aurait dû en entendre parler, peu, être témoin de quelque chose. Elle feuilleta les numéros suivants, cherchant d'autres informations. Dans l'édition du 22 août, elle trouva un court article de suivi, « Enquête close » sur l'accident du lac Mirror. L'article était laconique. Le shérif Bradley a conclu que l'accident de la route du lac Mirror était dû aux conditions météorologiques défavorables. L'affaire est classée. La troisième passagère, qui avait été hospitalisée, est maintenant hors de danger, mais souhaite garder l'anonymat. Margaret relut plusieurs fois ces lignes. Quelque chose clochait. Pourquoi tant de mystères autour de l'identité de la survivante? Et pourquoi l'enquête avait-elle été close si rapidement? Elle se leva et retourna voir Betty au comptoir principal. « Betty, vous vous souvenez de cet accident du lac Mirror en 1983 » Le visage de Betty se ferma. « Oh oui, c'était terrible. Ces pauvres jeunes. Mark Henderson était le fils de nos voisins. Lisa Warner venait de finir le lycée. Et la troisième personne, celle qui a survécu ?» Betty détourna le regard. « Je ne me souviens pas très bien. C'était il y a si longtemps. » Margaret sentit que son ami lui cachait quelque chose. « Betty, c'est important. J'ai trouvé ce fragment de métal dans mon genou. Et maintenant je découvre qu'il y a eu un accident grave près de chez moi à la même époque. Je dois savoir s'il y a un lien. » Betty la regarda longuement, puis soupira. « Margaret, vous feriez mieux de laisser le passé tranquille. Certaines choses sont oubliées pour de bonnes raisons. » « Que voulez-vous dire? »« Rien, je ne voulais rien dire. » Betty se dirigea vers l'arrière du magasin. « Excusez-moi, j'ai du travail. » Margaret resta plantée là, plus troublée que jamais. Pourquoi Betty réagissait-elle ainsi? Que savait-elle qu'elle ne voulait pas dire? Elle retourna chercher son sac dans la salle d'archives, l'esprit en ébullition. En sortant du journal, elle croisa le regard de Betty à travers la vitrine. Son ancienne camarade de classe la regardait avec une expression mêlée de pitié et d'inquiétude. Le trajet de retour lui parut interminable. Margaret ne cessait de repenser à l'article du journal, aux réactions étranges de Betty, à ce fragment de métal qui semblait maintenant brûler dans sa poche. Un accident terrible avait eu lieu près de chez elle en 1983, exactement pendant la période dont elle ne gardait aucun souvenir. Arrivée au ranch, elle se gara devant la maison et resta un moment assise dans sa camionnette, regardant les montagnes au loin. Le soleil de l'après-midi faisait scintiller les sommets enneigés, mais elle ne voyait plus la beauté du paysage. Trop de questions se bousculaient dans sa tête. Elle entra dans la maison et se dirigea immédiatement vers le téléphone de la cuisine. Après quelques hésitations, elle composa le numéro du cabinet de Sarah Shen. « Cabinet vétérinaire, bonjour » répondit une voix jeune. « Bonjour, c'est Margaret Sullivan. Est-ce que je pourrais parler au Dr. Chen ?»« Un instant, je vous passe. » Quelques secondes plus tard, la voix chaleureuse de Sarah résonna dans l'écouteur. « Margaret, tout va bien? Vos chevaux ne sont pas malades? »« Non, non, les animaux vont bien. Sarah, j'aurais besoin de votre aide pour autre chose. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait analyser un fragment de métal? Déterminer de quoi il vient. » « Un fragment de métal? Quel genre? » Margaret hésita. « C'est compliqué. Je préférerais vous expliquer en personne. »« D'accord. Je passe au Ranch Miller cet après-midi. Je peux faire un détour chez vous vers 6 heures? » Ce serait parfait. Merci, Sarah. Après avoir raccroché, Margaret se prépara un café et s'assit à la table de la cuisine, le fragment devant elle. Plus elle le regardait, plus elle était convaincue qu'il détenait la clé de ses souvenirs perdus. Mais était-elle vraiment prête à découvrir la vérité? Et si cette vérité était trop douloureuse pour être supportée? Le bruit d'un véhicule qui remontait l'allée interrompit ses pensées. Par la fenêtre, elle vit une voiture de police du comté s'arrêter devant la maison. Son cœur fit un bond.
Que pouvait bien lui vouloir le shérif? Un homme grand et mince en uniforme sortit du véhicule et se dirigea vers la véranda. Margaret ne le reconnaissait pas, ce n'était plus Tom Bradley, qui avait pris sa retraite depuis longtemps. Elle ouvrit la porte avant qu'il ait eu le temps de frapper. « Madame Sullivan, je suis le shérif adjoint Mike Torres. J'aimerais vous parler si vous avez quelques minutes. » « Bien sûr, entrez donc. » L'homme avait une quarantaine d'années, des cheveux noirs et des yeux sombres. Il refusa poliment le café qu'elle lui proposait et alla droit au but. « Madame Sullivan, Betty Morrison m'a appelé. Elle m'a dit que vous vous intéressiez à l'ancien accident du lac Mirror. » Margaret sentit une bouffée de colère monter en elle. Betty l'avait dénoncé? Et alors? « J'ai le droit de consulter les archives publiques. »« Bien sûr, mais Betty s'inquiète pour vous. Elle pense que vous pourriez vous faire du mal en creusant cette histoire. » « Quel mal pourrais-je me faire en découvrant la vérité? » Le shérif adjoint la regarda avec compassion. « Madame Sullivan, parfois il vaut mieux laisser le passé tranquille, surtout quand on a réussi à l'oublier. » Margaret serra les poings. « Tout le monde semble savoir quelque chose que j'ignore. Pourquoi personne ne veut me dire la vérité? » Thor soupira. « Parce que la vérité n'est pas toujours ce qu'on veut entendre. Faites-moi confiance, Madame Sullivan. Certains souvenirs restent enfouis pour protéger ce qu'on aime. » Il se leva pour partir, puis se retourna sur le seuil. « Si vous avez vraiment besoin d'aide, appelez-moi. » Mais réfléchissez bien avant de continuer à chercher. Après son départ, Margaret resta assise dans sa cuisine, plus déterminée que jamais. Plus on tentait de la dissuader, plus elle était convaincue qu'elle devait découvrir ce qui s'était passé cette nuit d'août 1983. Le fragment de métal dans sa paume semblait pulser comme un cœur, réclamant justice après 40 années de silence. Sir Ray Chen arriva au Ranch Sullivan exactement à 6 heures, sa camionnette blanche équipée de matériel vétérinaire soulevant un nuage de poussière sur l'allée de gravier. Margaret l'attendait sur la véranda, le fragment de métal serré dans sa main droite. « Margaret, vous avez l'air troublée, » dit Sarah en gravissant les marches. « Qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, Sarah. J'ai quelque chose d'étrange à vous montrer. » La jeune vétérinaire prit place dans l'un des fauteuils en osier. Elle était petite et énergique, avec des cheveux noirs attachés en queue de cheval et des yeux vifs qui ne manquaient jamais un détail. Margaret appréciait sa franchise et son pragmatisme. « Hier matin, j'ai découvert ceci dans mon genou, » dit Margaret en lui tendant le fragment. « Il était à l'intérieur, dans ma chair. Je n'ai aucun souvenir de comment il est arrivé là. » Sarah examina attentivement le morceau d'acier rouillé, le tournant sous tous les angles. « Mon Dieu, Margaret, depuis combien de temps était-il là? » C'est ce que j'essaie de découvrir. J'ai trouvé mention d'un accident de voiture en 1983, près d'ici. 2 jeunes sont morts. Une 3e personne a survécu, mais son identité n'a jamais été révélée. Sarah leva les yeux vers elle. « Vous pensez que vous étiez cette 3e personne? » « Je ne sais pas, mais j'ai des trous de mémoire pour cette période. Et tout le monde en ville semble vouloir m'empêcher de creuser cette histoire. » Sarah hocha pensivement la tête. « Pour l'analyse du métal, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Mon frère David travaille dans un laboratoire de métallurgie à Denver. Il pourrait déterminer le type d'acier, peut être même identifié de quel véhicule il provient. » « Vous feriez ça pour moi? » « Bien sûr. Mais Margaret, êtes-vous certaine de vouloir savoir? Parfois, notre esprit efface des souvenirs pour nous protéger. » Margaret serra les lèvres. « Tout le monde me dit la même chose. Mais ce fragment a vécu dans mon corps pendant 40 ans. J'ai le droit de savoir pourquoi. » Sarah glissa le morceau de métal dans un petit sac en plastique. « Je l'enverrai à David ce soir. Il devrait avoir des résultats dans quelques jours. » Après le départ de Sarah, Margaret se sentit à la fois soulagée et anxieuse. Au moins, elle faisait quelque chose de concret pour résoudre ce mystère. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser aux mises en garde répétées qu'elle avait reçues. Le soir venu, elle prépara un dîner simple et s'installa devant la télévision, tentant de se distraire avec les informations locales. Mais ses pensées revenaient sans cesse à l'accident du lac Mirror. Pourquoi ne se souvenait-elle de rien? Avait-elle vraiment pu oublier un événement aussi traumatisant? Le téléphone sonna vers 20 et 1 heure. Margaret décrocha, s'attendant à entendre la voix de l'un de ses enfants qui appelait régulièrement. « Allô? Margaret Sullivan? » La voix était celle d'un homme âgé, rauque et hésitante. « Oui, qui est à l'appareil? »« Mon nom est William Henderson. Je crois que vous vous intéressez à ce qui est arrivé à mon fils Mark. » Margaret sentit son cœur s'accélérer.
Henderson, le père de l'une des victimes de l'accident. Monsieur Henderson, je suis désolé pour votre perte. Votre fils est mort si jeune. Il aurait eu 60 ans cette année, dit l'homme avec une tristesse palpable. Betty Morrison m'a dit que vous posiez des questions sur l'accident. J'aimerais vous parler, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Voulez-vous que je vienne chez vous? Non, pas chez moi. Ma femme ne supporte toujours pas qu'on évoque cette histoire. Pouvez-vous me retrouver demain au café de Clearwater? Vers 10 heures? J'y serai. Margaret, ajouta-t-il avant de raccrocher, apportez ce que vous avez trouvé. Il est temps que quelqu'un connaisse toute la vérité. Cette nuit-là, Margaret dormit peu. Elle se tournait et se retournait dans son lit, l'esprit hanté par des images floues qui pourraient être des souvenirs ou simplement le produit de son imagination. Elle voyait des phares dans la nuit, entendait le bruit de la pluie sur le toit de la voiture, sentait l'odeur de l'essence et du métal tordu. Au petit matin, elle se leva fatiguée mais déterminée. Après avoir nourri ses chevaux et vérifié rapidement l'état de ses clôtures, elle prit la route de Clearwater. Le Café Rosie's était un établissement typique de petite ville, avec ses banquettes en vinyle rouge et son comptoir en formica blanc. L'endroit sentait le bacon grillé et le café fort. Margaret reconnut immédiatement William Henderson, un homme de 75 ans environ, aux cheveux blancs clairsemés et au visage marqué par le chagrin. Il était assis dans un box au fond du café, une tasse de café refroidie devant lui. Quand Margaret s'approcha, il leva vers elle des yeux d'un bleu délavé qui lui rappelèrent douloureusement ceux de son propre père. « Madame Sullivan » dit-il en se levant légèrement. « Merci d'être venue. » Margaret glissa sur la banquette en face de lui. « Monsieur Henderson, j'espère que mes questions ne vous ont pas causé de peine supplémentaire. »« Au contraire. Ça fait 40 ans que j'attends qu'on me pose les bonnes questions. » Une serveuse approcha et Margaret commanda un café. Quand elles furent seules, William Henderson se pencha vers elle. « Vous ne vous souvenez vraiment de rien? De quoi devrais-je me souvenir? » « Vous étiez là cette nuit-là, Margaret, dans la voiture avec Mark et Lisa. » Les mots frappèrent Margaret comme une gifle. « C'est impossible. J'étais marié et j'avais des enfants. Que serais-je allé faire avec des jeunes de 10 à 8 ans? Vous aviez 28 ans à l'époque, et vous étiez la cousine de Lisa Warner, sa cousine préférée d'ailleurs. » Margaret sentit le monde basculer autour d'elle. Lisa Warner. Ce nom résonnait maintenant dans sa mémoire comme un écho lointain. Une jeune fille blonde aux yeux verts, pleine de vie et de rêves. « Lisa était ma cousine, » murmura-t-elle. « Mon Dieu, comment ai-je pu oublier Lisa? Vous étiez venu la voir pour son anniversaire. Elle venait d'avoir 10 à 8 ans et voulait fêter ça. Mark était fou amoureux d'elle et elle avait insisté pour qu'il vous rencontre. Vous deviez juste faire un tour jusqu'au lac Mirror et revenir. » Les images commençaient à affluer dans l'esprit de Margaret, floues et fragmentaires comme les pièces d'un puzzle qu'on tente de reconstituer. Lisa riant aux éclats, Mark nerveux au volant de sa Camaro rouge, la musique forte dans l'habitacle. « Que s'est-il passé cette nuit-là » demanda-t-il d'une voix à peine audible. William Henderson sortit une enveloppe jaunie de la poche de sa veste. Mark tenait un journal. « La police me l'a rendu après l'enquête. Il y a des choses là, dedans, qui n'ont jamais été révélées. » Il poussa l'enveloppe vers Margaret. « Lisez-le, mais pas ici. Rentrez chez vous et lisez-le tranquillement. Et quand vous aurez fini, appelez-moi. Il faut que vous sachiez ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là et pourquoi tout le monde a voulu que vous l'oubliez. » Margaret prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Monsieur Henderson, pourquoi m'aidez-vous? Pourquoi maintenant? » Le vieil homme eut un sourire triste. « Parce que Mark aurait voulu que vous sachiez. Il écrit dans son journal qu'il vous admirait, que vous étiez différente des autres adultes. Et parce qu'il est temps que la vérité soit dite. Certaines personnes dans cette ville ont des secrets qu'elles protègent depuis trop longtemps. » Margaret quitta le café dans un état second, l'enveloppe serrée contre sa poitrine. Le trajet de retour se déroula comme dans un rêve. Des bribes de souvenirs continuaient à remonter à la surface. Le rire de Lisa, l'odeur du parfum bon marché qu'elle aimait, la nervosité de Mark quand il parlait de ses projets d'avenir. Une fois arrivée au ranch, elle se dirigea directement vers le salon et s'installa dans son fauteuil préféré. Avec des gestes lents et précautionneux, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit un petit carnet à la couverture de cuir usé. Sur la première page, écrit d'une écriture jeune et appliquée, elle lut « Journal de Mark Henderson, été 1983. Si quelque chose m'arrive, que quelqu'un sache, au moins, la vérité. » Margaret tourna la page et commença à lire.
ne se doutant pas que les mots de ce jeune homme mort depuis 40 ans allaient bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur cette nuit tragique. Margaret ouvrit le journal de Mark Henderson avec des mains tremblantes. L'écriture était soignée, celle d'un jeune homme qui prenait le temps de former ses lettres. Elle commença à lire l'entrée datée du 10 août 1983, soit 5 jours avant l'accident. « Lisa m'a parlé de sa cousine Margaret aujourd'hui. Elle dit qu'elle est différente des autres adultes, qu'elle ne juge jamais et qu'elle écoute vraiment. Lisa veut absolument qu'on se rencontre. Elle dit que Margaret comprend ce que c'est d'avoir des rêves et de vouloir partir d'ici. J'ai hâte de la connaître. » Margaret ferma les yeux, laissant les souvenirs remonter lentement. Lisa, sa petite cousine aux boucles blondes et aux yeux pétillants. La fille de sa tante Rachel, qui était morte quand Lisa n'avait que 12 ans. Après ça, Lisa avait été élevée par ses grands-parents, des gens stricts qui ne comprenaient pas sa soif de liberté. Elle tourna les pages, découvrant les pensées intimes de ce garçon qu'elle avait à peine connu. Mark écrivait avec la passion de la jeunesse. Parlant de son amour pour Lisa, de ses projets d'études d'ingénieur, de son désir de quitter le Wyoming pour découvrir le monde. L'entrée du 14 août la fit sursauter. « J'ai enfin rencontré Margaret aujourd'hui. Lisa avait raison. Elle est extraordinaire. Elle a écouté nos projets sans nous dire qu'on était trop jeunes ou trop rêveurs. Elle nous a même raconté comment elle et Robert avaient failli partir en Californie avant de reprendre le ranch. Elle comprend qu'on puisse vouloir autre chose. Lisa a été si heureuse de voir qu'on s'entendait bien. Elle dit que Margaret est comme une grande sœur pour elle. » Margaret se souvenait maintenant, cet après-midi ensoleillé où elle était allée rendre visite à Lisa chez ses grands-parents. La jeune fille lui avait présenté Mark avec une fierté touchante, et Margaret avait été séduite par l'intelligence et la gentillesse de ce garçon. Elle se rappelait avoir pensé qu'ils formaient un beau couple, plein d'espoir et d'avenir. L'entrée du 15 août, le jour de l'accident, était plus longue, et l'écriture semblait plus fébrile. « C'est l'anniversaire de Lisa aujourd'hui, 18 ans. Elle est maintenant majeure, et ses grands-parents ne peuvent plus l'empêcher de prendre ses propres décisions. On a prévu une petite fête ce soir, juste nous 3 et Margaret. Lisa voulait absolument qu'elle soit là. On va aller au lac Mirror regarder les étoiles et parler de l'avenir. Lisa dit qu'elle a quelque chose d'important à nous annoncer. Mais il y a autre chose. Aujourd'hui, en ville, j'ai croisé Derek Morrison. Il était ivre, comme souvent. Il m'a dit des choses étranges sur Margaret, des insinuations dégoûtantes. Je lui ai dit de la fermer, mais il a ri et il a dit « Tu ne sais pas qui elle est vraiment, petit. Demande-lui donc ce qui s'est passé avec le maire. » J'ai failli lui casser la figure. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Margaret est quelqu'un de bien. Lisa me l'a assez répété. Margaret sentit un frisson la parcourir. Derek Morrison. Le frère aîné de Betty, un homme violent et alcoolique, qui avait toujours eu des problèmes avec la justice. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien savoir sur elle? Et que voulait-il dire en parlant du maire? Elle continua sa lecture, de plus en plus troublée, plus tard dans l'après-midi. J'ai posé la question à Lisa pour Derek Morrison. Son visage s'est fermé d'un coup. Elle m'a dit de ne jamais écouter Derek, que c'était un menteur et un manipulateur. Mais j'ai vu qu'elle était inquiète. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à Margaret de ce que Derek avait raconté. Elle dit que Margaret a déjà assez souffert et qu'elle mérite d'être heureuse avec Robert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de Margaret? Et pourquoi Lisa semble-t-elle au courant de quelque chose que moi j'ignore? Margaret posa le journal sur ses genoux, le cœur battant. Quelle était cette histoire avec le maire? Charles Brennan était maire de Clearwater à l'époque, un homme marié et respecté. Qu'avait-elle pu avoir à faire avec lui? Elle reprit sa lecture, arrivant aux dernières entrées. 20 heures. On s'apprête à partir pour le lac. Margaret vient d'arriver, et elle semble préoccupée. Lisa lui a demandé ce qui n'allait pas, mais Margaret a dit que ce n'était rien, juste de la fatigue. Moi, je pense qu'elle a des problèmes avec Robert. Elle avait l'air triste quand elle a dit qu'il ne savait pas qu'elle était venue. Lisa a sorti une bouteille de champagne qu'elle avait cachée dans sa chambre. Pour fêter ses 10 à 8 ans et son émancipation, comme elle dit. Margaret a d'abord refusé de boire, puis elle a changé d'avis. Elle a dit qu'elle aussi avait quelque chose à fêter, mais elle n'a pas voulu nous dire quoi. On y va. Lisa est tellement excitée qu'elle n'arrête pas de parler. Margaret sourit, mais je vois qu'elle a l'esprit ailleurs. J'espère que cette soirée lui fera du bien. La dernière entrée était gribouillée à la hâte, l'écriture tremblante.
23h30. On rentre. La soirée ne s'est pas passée comme prévu. Margaret nous a annoncé qu'elle était enceinte, de 3 mois déjà. Mais le bébé n'est pas de Robert. Lisa était sous le choc, moi aussi. Margaret pleurait en nous racontant tout. Elle a eu une liaison avec le maire Brennan au printemps, une histoire qui a mal tourné. Il lui a dit que si elle parlait, il ferait du mal à Robert et au ranch. Maintenant, elle ne sait plus quoi faire. Le pire, c'est que Derek Morrison les a vus ensemble et qu'il l'a fait chanter. Il veut de l'argent pour se taire. Margaret n'en peut plus. Elle dit qu'elle va tout avouer à Robert, partir avec lui loin d'ici et élever cet enfant ailleurs. Lisa était furieuse contre Brennan et Morrison. Elle disait qu'on ne pouvait pas laisser Margaret souffrir comme ça. Elle voulait aller voir le maire ce soir même pour lui dire ce qu'elle pensait de lui. Margaret lui a fait jurer de ne rien faire, que ça ne ferait qu'empirer les choses. Il commence à pleuvoir fort. Margaret conduit parce qu'elle n'a presque pas bu. Lisa et moi, on est un peu éméchés. Lisa continue à dire qu'elle va régler cette histoire, qu'elle ne laissera personne faire du mal à Margaret. On approche du virage dangereux près du lac. Lisa n'arrête pas de parler. Elle dit qu'elle a un plan, qu'elle va. L'écriture s'arrêtait là, au milieu de la phrase. Margaret contempla la page inachevée, les larmes aux yeux. Tout lui revenait maintenant par vagues douloureuses. Cette soirée qui avait commencé dans la joie et qui avait tourné au cauchemar quand elle avait révélé son terrible secret. Elle se souvenait de la pluie qui tambourinait sur le toit de la Camaro rouge de Mark, de Lisa qui gesticulait sur le siège passager, parlant de justice et de vengeance. Elle se souvenait de sa propre panique à l'idée que sa jeune cousine fasse quelque chose d'irréparable. Et puis, il y avait eu ce moment terrible où elle avait perdu le contrôle du véhicule dans le virage. Les phares qui avaient illuminé l'arbre au dernier moment, le bruit du métal qui se froissait, les cris qui s'étaient brusquement interrompus. Margaret ferma le journal et se leva, chancelante. Elle se dirigea vers la salle de bain et vomit violemment. 40 ans plus tard, la culpabilité était toujours là, intacte et dévastatrice. Elle était responsable de la mort de Mark et Lisa. Elle conduisait cette nuit-là. Et tout ça pour protéger un secret qui avait fini par détruire 3 vies. Mais le plus troublant, c'est qu'elle se souvenait maintenant d'autre chose. Quelque chose que Mark n'avait pas eu le temps d'écrire dans son journal. Quelque chose qui changeait tout à l'accident. Il n'était pas seul sur cette route, cette nuit-là. Une autre voiture les suivait. Une voiture qui les avait délibérément poussés dans le ravin. Et Margaret savait maintenant qui était au volant de cette voiture. Margaret passa la nuit assise dans son fauteuil, incapable de fermer l'œil. Les souvenirs affluaient maintenant comme un barrage qui se rompt, déversant 40 années de culpabilité refoulée. Elle revoyait le visage de Derek Morrison cette nuit-là, ses yeux injectés de sang dans la lumière des phares, son sourire cruel quand il avait délibérément percuté l'arrière de leur voiture dans le virage. Derek avait voulu la faire taire définitivement, éliminer la seule personne qui pouvait témoigner de son chantage et révéler sa nature véritable. Mais son plan avait mal tourné. Au lieu de la tuer, il avait causé la mort de 2 innocents et l'avait laissée vivante, mais amnésique. Au petit matin, elle composa le numéro de William Henderson. Le vieil homme décrocha dès la première sonnerie comme s'il attendait son appel. « Vous avez lu le journal ?» dit-il sans préambule. « Oui, et je me souviens maintenant. William, votre fils et Lisa ne sont pas morts dans un accident. Ils ont été assassinés. » Un long silence s'étira au bout du fil. « Je le sais », finit par dire William. « Je l'ai toujours su, mais personne ne m'a jamais cru. Derek Morrison nous a percutés volontairement. Il voulait m'empêcher de parler. Derek Morrison est mort dans un accident de chasse 3 mois après celui de nos enfants. Très pratique, vous ne trouvez pas ?» Margaret sentit un frisson la parcourir. « Vous pensez qu'il a été tué ? Je pense que certaines personnes dans cette ville ont des secrets qu'elles protègent à tout prix. Et quand Derek est devenu un problème, même pour eux, il a été éliminé. » Qui protégeait Derek ? Venez me voir cet après-midi. Pas chez moi, mais à l'ancien cimetière de Pioneer Hill, 15 heures. Il y a des choses que je dois vous montrer, des preuves que j'ai gardées pendant 40 ans. Après avoir raccroché, Margaret se prépara un petit déjeuner qu'elle ne parvint pas à avaler. Son estomac était noué par l'angoisse et les révélations de la nuit. Elle se força néanmoins à accomplir ses tâches matinales, nourrir les chevaux, vérifier l'état des clôtures, s'occuper du bétail. Le travail l'aidait à garder les pieds sur terre. Vers 10 heures, elle reçut un appel de Sarah Chen. « Margaret, j'ai des nouvelles du laboratoire de mon frère. L'analyse du fragment est terminée. » Que dit-il ? « C'est de l'acier automobile, probablement d'une voiture des années.
70 ou 80. David pense que ça vient d'un élément de carrosserie, peut être d'un pare-choc ou d'une aile. Il y a des traces de peinture rouge sur le métal. Margaret ferma les yeux. La Camaro de Mark était rouge vif. Autre chose? David a trouvé quelque chose d'intéressant. Le fragment présente des marques d'impact qui suggèrent une collision à haute vitesse. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a aussi des traces d'un autre métal, de l'acier d'une composition différente, comme si deux véhicules différents avaient été impliqués. Merci, Sarah. Ça confirme ce que je commençais à suspecter. Margaret, vous allez bien? Vous avez l'air bouleversée. Je vais bien. Enfin, je crois. C'est juste que la vérité est parfois plus dure à accepter qu'on ne le pensait. En début d'après-midi, Margaret prit la route vers Pioneer Hill, l'ancien cimetière situé sur une colline qui dominait Clearwater. C'était là qu'étaient enterrés les premiers colons de la région, dans un endroit paisible et isolé, où les vivants venaient rarement déranger le repos des morts. Elle trouva William Henderson assis sur un banc de pierre usé par le temps, face à une simple croix de marbre qui portait le nom de son fils. L'homme avait vieilli de 10 ans depuis leur dernière rencontre, comme si le poids des secrets qu'il portait l'écrasait littéralement. « Mark repose ici depuis 40 ans, dit-il, quand Margaret s'approcha. Lisa aussi, juste à côté. » Ils auraient dû avoir toute la vie devant eux. Margaret s'assit près de lui, émue par la simplicité touchante de la sépulture. Quelqu'un avait déposé des fleurs fraîches sur la tombe. « Vous venez souvent? » « Tous les dimanches. » Et chaque 15 août, l'anniversaire de l'accident. Il se tourna vers elle. « Maintenant que vous vous souvenez, il faut que vous sachiez tout. » Derek Morrison n'agissait pas seul cette nuit-là. William sortit une enveloppe de sa poche, similaire à celle qui contenait le journal de Mark. « Après la mort de Derek, j'ai fouillé sa caravane avant que la police arrive. J'ai trouvé ça caché sous son matelas. » Il tendit l'enveloppe à Margaret. Elle contenait plusieurs lettres manuscrites et des photographies en noir et blanc. « Des lettres de chantage », expliqua William. « Derek faisait chanter plusieurs personnes dans la région, pas seulement vous. » Margaret examina les documents. Les lettres étaient adressées à différentes personnalités locales. Le maire Brennan, bien sûr, mais aussi le shérif Tom Bradley, le propriétaire de la banque locale, même le pasteur de l'église méthodiste. Derek avait découvert les secrets de tout le monde et en tirait profit. « Regardez cette photo », dit William en pointant l'un des clichés. L'image était floue mais reconnaissable. Elle montrait Margaret et le maire Brennan s'embrassant devant la mairie, apparemment pris à leur insu depuis la rue. Derek vous espionnait depuis des semaines. Il avait des preuves de votre liaison, et il s'en servait pour faire chanter le maire. Mais Brennan a fini par en avoir assez de payer. Vous pensez que c'est le maire qui a ordonné à Derek de nous tuer? Pas ordonné. Mais il lui a fait comprendre que le problème devait disparaître. Derek a cru qu'en vous éliminant, il se libérerait du chantage tout en gagnant les faveurs de Brennan. Margaret étudia les autres documents. Il y avait des reçus de paiement, des lettres de menaces, tout un réseau de corruption qui impliquait la moitié des notables de Clearwater. Pourquoi n'avez-vous jamais montré ça à la police? William eut un rire amer. À Tom Bradley? Le shérif était lui-même victime du chantage de Derek. Regardez cette lettre. Margaret lut le document que William lui tendait. C'était une lettre de Derek au shérif Bradley, où il menaçait de révéler que ce dernier détournait de l'argent des amendes et des saisies pour financer ses dettes de jeu. Vous comprenez maintenant pourquoi l'enquête sur l'accident a été close si rapidement? Bradley ne pouvait pas se permettre de creuser trop profond. Il risquait de découvrir des choses qui l'auraient compromis. Mais, après la mort de Derek, vous auriez pu parler. À qui? Brennan était toujours maire, Bradley toujours shérif. Et moi j'étais juste un père en deuil qui accusait des gens respectables de meurtre. Qui m'aurait cru? Margaret comprenait maintenant l'ampleur de la conspiration. Tout le monde avait intérêt à ce que la vérité sur l'accident reste enfouie. Derek Moore, il pensait être tranquille pour toujours. Et maintenant? Demanda-t-elle. Brennan et Bradley sont morts depuis longtemps. Qui pourrait encore vouloir protéger ce secret? William la regarda avec gravité. Les secrets de famille se transmettent, Margaret. Les enfants héritent parfois des crimes de leurs parents. Et certaines personnes ont encore beaucoup à perdre si la vérité éclate. Que voulez-vous dire? Betty Morrison n'est pas seulement la sœur de Derek, elle était aussi sa complice. C'est elle qui l'informait sur les allées et venues de tout le monde en ville. Elle qui a pris sa succession après sa mort. Margaret sentit le sang se glacer dans ses veines.
Betty Morrison, son ancienne camarade de classe, celle qui l'avait aidé à consulter les archives du journal, celle qui avait immédiatement alerté le shérif adjoint Thor de ses recherches. Betty continue le travail de Derek? D'une façon différente, plus subtile. Elle ne fait plus chanter personne directement, mais elle s'assure que certains secrets restent enfouis. Et elle a des alliés, des gens qui ont intérêt à ce que le passé reste le passé. William se leva lentement du banc. « Margaret, je vous ai donné ces preuves parce que je pense qu'il est temps que justice soit faite. Mais attention, ces gens sont dangereux. Ils ont déjà tué pour protéger leurs secrets. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Que me conseillez-vous? Trouvez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui n'est pas impliqué dans cette histoire. Et surtout, ne restez pas seul au ranch. Maintenant qu'ils savent que vous avez retrouvé la mémoire, vous êtes en danger. » En redescendant vers sa camionnette, Margaret sentait le poids du regard de William dans son dos. Elle avait maintenant les preuves de ce qui s'était passé cette nuit d'août 1983. Mais elle avait aussi conscience que découvrir la vérité n'était que le début. Il lui fallait maintenant décider quoi en faire. Et surtout, il lui fallait survivre assez longtemps pour que justice soit rendue à Mark Henderson et Lisa Warner, deux jeunes gens morts pour avoir voulu défendre l'innocence contre la corruption. Margaret rentre au ranch avec l'impression d'être observée. Dans son rétroviseur, elle crut apercevoir plusieurs fois la même voiture, grise, qui la suivait à distance. Mais chaque fois qu'elle ralentissait pour mieux voir, le véhicule disparaissait dans un chemin de traverse ou derrière une colline. Une fois arrivée chez elle, elle verrouilla soigneusement toutes les portes et ferma les rideaux. Les documents de William Henderson étaient étalés sur sa table de cuisine comme les pièces d'un puzzle macabre. Elle photographia chaque lettre, chaque reçu avec son téléphone portable, puis cacha les originaux dans le coffre-fort de Robert, derrière les actes de propriété du ranch. Vers 10 à 8 heures, elle entendit une voiture s'engager dans son allée. Par un coin de rideau, elle aperçut la camionnette blanche de Sarah Chen. Au moins une personne en qui elle pouvait avoir confiance. « Margaret, vous m'avez inquiétée, » dit Sarah en entrant. « Vous aviez l'air si bouleversée au téléphone ce matin. » Margaret lui servit un café et lui raconta tout. L'accident de 1983, le chantage de Derek Morrison, la conspiration qui avait étouffé l'enquête, et maintenant la menace que représentait Betty Morrison. Sarah l'écouta sans l'interrompre, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure que l'histoire se dévoilait. « Mon Dieu, Margaret, c'est incroyable! Et vous pensez vraiment que Betty vous fait surveiller? William Henderson m'a mis en garde. Ces gens ont déjà tué pour protéger leurs secrets. Qu'allez-vous faire? Allez voir la police? » Margaret eut un rire sans joie. « Avec quoi? Des lettres vieilles de 40 ans d'un homme mort? Mes souvenirs retrouvés? Et puis, comment savoir qui est impliqué? » Betty a eu 40 ans pour placer ses alliés aux bonnes places. Sarah réfléchit un moment. « Et si on contactait quelqu'un de l'extérieur? Un journaliste d'investigation ou les autorités fédérales? Possible. Mais il me faut d'abord plus de preuves. Quelque chose de concret qui lie Betty aux agissements de son frère. Comment? Comptez-vous vous y prendre? » Margaret avait réfléchi à cette question tout l'après-midi. Derek conservait ses documents compromettants quelque part. Même après sa mort, Betty a dû récupérer ce qui restait. Si je pouvais mettre la main sur ces preuves. C'est trop dangereux. Ces gens ont déjà prouvé qu'ils étaient prêts à tout. Sarah, j'ai 68 ans. Ma cousine et ce pauvre Mark sont morts à cause de mes erreurs. Si je ne fais rien maintenant, qui le fera? Dans 10 ans, tous les témoins de cette époque seront morts et la vérité disparaîtra avec eux. Le téléphone sonna, interrompant leur conversation. Margaret décrocha prudemment. « Margaret? » C'est Betty Morrison. La voix était chaleureuse, presque mielleuse. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Margaret fit signe à Sarah de rester silencieuse. « Bonsoir Betty. Que puis-je faire pour vous? J'ai entendu dire que vous aviez rencontré William Henderson aujourd'hui. Vous savez, ce pauvre homme vieillit mal. Il raconte parfois des histoires troublantes. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr. Écoutez, Margaret, nous sommes de vieilles amies. Si quelque chose vous préoccupe, nous pourrions en discuter. Demain soir, par exemple, je vous invite à dîner chez moi. » Margaret sentit un piège. « C'est gentil, mais je suis très occupée en ce moment. »« Oh, j'insiste. 20 heures, ça vous va? J'ai préparé ce ragoût de bœuf que vous aimiez tant au lycée. » Comment Betty pouvait-elle se souvenir de ses préférences alimentaires du lycée? C'était plus une menace qu'une invitation amicale. « Très bien,
finit par dire Margaret. À demain soir. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Sarah. Elle sait. Betty sait que j'ai parlé à William. Vous n'allez quand même pas y aller? C'est peut être ma seule chance de découvrir ce qu'elle cache. Alors je vous accompagne. Non, Sarah, c'est trop risqué. Et puis, si elle se doute de quelque chose, voir que je ne suis pas seul ne ferait qu'aggraver la situation. Sarah parut sur le point de protester, mais elle se ravisa. Dans ce cas, promettez-moi, au moins de prendre des précautions. Donnez-moi l'adresse de Betty, et convenons d'un signal. Si vous ne m'appelez pas avant 22 heures demain soir, je contacte la police. Margaret acquiesça. C'était un plan raisonnable. Après le départ de Sarah, Margaret passa la soirée à se préparer pour le lendemain. Elle étudia les documents de William, mémorisant les noms, les dates, les liens entre les différents protagonistes de cette sombre histoire. Elle rédigea également une lettre détaillée qu'elle adressa à ses enfants, leur expliquant toute la vérité au cas où il lui arriverait quelque chose. Cette nuit-là, elle dormit peu. Chaque bruit dans la maison la faisait sursauter. Vers 3 heures du matin, elle crut entendre des pas sur la véranda, mais quand elle regarda par la fenêtre, elle ne vit rien d'autre que les ombres des arbres qui dansaient dans le vent. Le lendemain passa avec une lenteur insupportable. Margaret s'occupa machinalement de ses tâches habituelles, mais son esprit était ailleurs. Elle ne cessait de penser à cette soirée chez Betty, se demandant ce qui l'attendait. En fin d'après-midi, elle reçut un appel de Paul, son fils de Denver. « Maman, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. »« Ça va, mon chéri. Et toi? La famille? Tout va bien. Écoutez, maman, je sais que vous tenez à votre indépendance, mais Jennifer et moi, on s'inquiète pour vous. Toute seule dans ce ranch, ce n'est plus de votre âge. » Margaret sourit malgré ses soucis. « J'ai 68 ans, Paul, pas 90. Je sais, mais j'ai rêvé de papa l'autre nuit. Il me disait de veiller sur vous. C'est bête, je sais, mais j'ai eu comme un pressentiment. » Margaret sentit sa gorge se serrer. Robert lui manquait cruellement, surtout dans ces moments difficiles. Il aurait su quoi faire, lui. Il aurait trouvé un moyen de révéler la vérité sans mettre personne en danger. « Maman, vous êtes toujours là? »« Oui, excuse-moi. Paul, je veux que tu saches que je vous aime, toi et Jennifer. Vous avez été les meilleures choses qui me soient arrivées dans la vie. »« Maman, vous me faites peur. Il y a quelque chose qui ne va pas? »« Non, rien. Je suis juste un peu nostalgique en ce moment. » dit à Jennifer que je l'aime aussi. Après avoir raccroché, Margaret se prépara pour son rendez-vous chez Betty. Elle choisit des vêtements sombres et confortables et glissa un petit magnétophone dans sa poche. Si Betty avouait quoi que ce soit, elle voulait avoir des preuves. À 10 à 9h45, elle prit sa camionnette et se dirigea vers la ville. La maison de Betty Morrison était une petite construction de plain-pied dans un quartier résidentiel tranquille. Toutes les fenêtres étaient éclairées, donnant une impression de chaleur domestique qui contrastait avec l'appréhension de Margaret. Elle se gara dans l'allée et resta un moment assise dans son véhicule, rassemblant son courage. Dans quelques minutes, elle allait faire face à la femme qui avait être orchestré la mort de sa cousine et de Mark Henderson, une femme qui n'hésiterait probablement pas à la tuer, elle aussi si elle se sentait menacée. Margaret vérifia que son téléphone était bien allumé et que le magnétophone fonctionnait. Puis elle descendit de sa camionnette et se dirigea vers la porte d'entrée, déterminée à découvrir enfin toute la vérité sur cette nuit tragique de 1983. Derrière les rideaux de la maison, elle aperçut une silhouette qui l'observait. Betty Morrison l'attendait. Betty Morrison ouvrit la porte avant même que Margaret ait eu le temps de frapper. Elle portait un tablier fleuri et arborait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Margaret! Entrez donc, entrez! J'espère que vous avez faim. » La maison sentait effectivement le ragoût de bœuf, mais aussi autre chose, une odeur chimique que Margaret n'arrivait pas à identifier. Le salon était décoré dans un style désuet, avec des meubles en velours et des bibelots poussiéreux qui semblaient n'avoir pas bougé depuis les années 70. « Asseyez-vous, je vais nous servir un apéritif, » dit Betty en désignant le canapé. Margaret s'installa prudemment, ses sens en alerte. Sur la table basse trônait un album photo ouvert. En se penchant légèrement, elle reconnut des images de leur époque au lycée. Betty et elle en tenue de pom-pom girls, lors du bal de fin d'année, à diverses fêtes d'adolescentes. « Ça me rappelle de beaux souvenirs, » dit Betty en revenant avec 2 verres de vin rouge. « Nous étions si proches à l'époque. » Margaret accepta le verre, mais se garda bien de boire. Oui, c'était une autre époque.
Vous savez, Margaret, j'ai toujours admiré votre force. Même adolescente, vous étiez déjà déterminée, courageuse, prête à tout pour défendre ceux que vous aimiez. Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de Betty, une note presque admirative qui mettait Margaret mal à l'aise. « Betty, pourquoi m'avez-vous vraiment invité ce soir ?» Betty but une gorgée de vin et s'assit en face d'elle. « Parce qu'il est temps que nous parlions franchement. De Derek, de l'accident, de tout ce gâchis. » Margaret sentit son cœur s'accélérer. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. »« Oh si, vous le savez très bien. William Henderson vous a tout raconté, n'est-ce pas? Il vous a donné les lettres de Derek. Inutile de nier plus longtemps. Pourquoi avez-vous protégé votre frère pendant toutes ces années ?» Betty eut un rire amer. « Protéger Derek? Vous vous trompez complètement, Margaret. Je n'ai jamais protégé Derek. C'est moi qui l'ai tué. » Margaret manqua lâcher son verre. « Quoi? Cet accident de chasse 3 mois? Après la mort de Mark et Lisa? Ce n'était pas un accident. Derek était devenu incontrôlable. Après ce qu'il avait fait cette nuit-là, il se croyait invincible. Il avait recommencé à boire, à faire du chantage, à menacer tout le monde. Il fallait l'arrêter. Betty se leva et se dirigea vers une commode ancienne. Elle en sortit une boîte métallique qu'elle posa sur la table. « Vous voulez voir les preuves? Les vraies preuves? » Margaret regarda Betty ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, de photos, de documents. Mais ce qui attira immédiatement son attention, c'était un objet métallique au fond de la boîte, une clé de voiture ancienne, avec un porte-clés en forme de cheval. « Vous reconnaissez cette clé? » demanda Betty. Margaret sentit le monde basculer autour d'elle. « C'est la clé de la Camaro de Mark. » Exactement. Derek l'avait gardée comme trophée. Il la montrait parfois quand il était ivre, en racontant comment il vous avait donné une leçon cette nuit-là. Betty retourna s'asseoir, mais cette fois, elle ne souriait plus. Son visage était dur, déterminé. « Margaret, il faut que vous compreniez quelque chose. Derek n'était pas seulement mon frère, c'était un monstre. Depuis notre enfance, il brutalisait tous ceux qui l'entouraient. Nos parents, moi, n'importe qui était plus faible que lui. » Elle sortit une photo de la boîte. L'image en noir et blanc montrait une fillette d'une dizaine d'années, le visage tuméfié, un bras en écharpe. C'est moi à 10 ans. Derek m'avait poussé dans l'escalier parce que j'avais cassé l'un de ses jouets. Nos parents ont dit que j'étais tombé de vélo. Margaret contempla la photo, horrifiée. « Betty, vous voulez en voir d'autres? J'en ai des dizaines. » Derek me battait régulièrement, et personne ne disait rien. Quand j'ai grandi, il a trouvé d'autres moyens de me terroriser. Le chantage, les menaces, la manipulation. Betty remit la photo dans la boîte et en sortit une autre. Cette fois, c'était Derek adulte, souriant à côté d'une voiture accidentée. Cette photo a été prise le lendemain de l'accident de Mark et Lisa. Regardez son expression. Il était fier de ce qu'il avait fait. Fier d'avoir tué 2 innocents pour protéger ses petites affaires de chantage. Margaret étudia l'image. Derek Morrison avait effectivement l'air satisfait, presque triomphant. « C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais l'arrêter », continua Betty. Derek ne s'arrêterait jamais. Il continuerait à faire du mal aux gens, à tuer si nécessaire. Alors j'ai commencé à planifier sa mort. Comment avez-vous fait? Derek aimait chasser seul dans les montagnes. Il prétendait que c'était le seul endroit où il trouvait la paix. En réalité, c'était là qu'il allait cuver sa colère quand ses victimes de chantage se rebellaient. J'ai attendu qu'il soit particulièrement énervé. Un dimanche où le maire Brennan avait refusé de payer. Derek est parti dans les bois avec son fusil, ivre de rage et d'alcool. Betty marqua une pause, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà de Margaret. Je l'ai suivi. Je connaissais ses habitudes, ses cachettes. Quand je l'ai trouvé, il nettoyait son arme près d'un ruisseau. J'ai attendu qu'il ait le dos tourné et je l'ai frappé avec une pierre. Fort, très fort. Margaret sentit sa gorge se serrer. Et ensuite, j'ai mis le fusil dans ses mains et j'ai tiré. Une balle dans la poitrine. Puis j'ai arrangé la scène pour que ça ressemble à un accident de nettoyage. Derek était connu pour être néglige avec les armes à feu. Le silence s'étira dans la pièce. Margaret regardait cette femme qu'elle avait connue depuis l'enfance, essayant de concilier l'image de la Betty souriante et serviable avec celle de la meurtrière qu'elle était en train de lui décrire. Personne n'a jamais soupçonné quelque chose? Qui aurait soupçonné la pauvre? Betty Morrison, la sœur victime qui avait toujours subi les violences de Derek. Même le shérif Bradley était soulagé. Derek posait problème à tout le monde.
Betty se leva et alla chercher la bouteille de vin. Elle remplit son verre, mais n'en proposa pas à Margaret. Après sa mort, j'ai récupéré tous ces documents compromettants, toutes ces preuves de chantage. J'aurais pu les détruire, mais j'ai réalisé qu'elles constituaient une protection. Une protection contre les gens qui avaient été complices de Derek, directement ou indirectement. Le maire Brennan, le shérif Bradley, d'autres encore. S'ils tentaient de m'accuser du meurtre de Derek, je pouvais révéler leurs propres secrets. Margaret commençait à comprendre. C'est comme ça que vous avez pris le contrôle. Exactement. Mais contrairement à Derek, je n'ai jamais utilisé ces informations pour extorquer de l'argent. Je les ai utilisées pour maintenir la paix. Pour m'assurer que certains secrets restent enfouis, que certaines personnes ne causent plus de problèmes. Comme moi, Betty la regarda avec une expression presque maternelle. « Oh non, Margaret. Vous êtes différente. Vous êtes une victime, comme moi. Derek vous a détruite cette nuit-là. Il a tué votre cousine et ce pauvre Mark. Je ne vous en veux pas de chercher la vérité. Alors pourquoi m'avoir fait surveiller? Pourquoi avoir alerté le shérif? Pour vous protéger. Il y a encore des gens dans cette ville qui ont des secrets à cacher. Des gens qui préféreraient vous voir morte plutôt que de risquer de voir leurs affaires exposées au grand jour. » Betty se rassit et prit les mains de Margaret dans les siennes. « Margaret, je vais vous faire une proposition. Je vais vous donner tous les documents de Derek, toutes les preuves de ce qui s'est passé cette nuit-là. Vous pourrez enfin révéler la vérité sur l'accident, faire reconnaître que Mark et Lisa ont été assassinés. En échange de... Quoi? En échange de votre silence sur le meurtre de Derek. Je ne demande pas votre pardon, je sais que ce que j'ai fait était mal. Mais Derek était un monstre, et le monde se porte mieux sans lui. » Margaret regarda cette femme qui venait de lui avouer un meurtre avec le même calme qu'elle aurait mis à discuter de la météo. Elle repensait à toutes ces années où Betty avait joué le rôle de la gentille dame du journal local, serviable et discrète, alors qu'elle tirait en réalité les ficelles d'un réseau de secrets et de silence. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » ajouta Betty. « Derek n'était pas le seul responsable de l'accident. Quelqu'un d'autre l'avait encouragé à agir cette nuit-là. Quelqu'un qui voulait vraiment vous voir disparaître. » « Qui ?» Betty ouvrit une dernière enveloppe et en sortit une lettre manuscrite. L'écriture était élégante, féminine. « Lisez ça, et après vous comprendrez pourquoi j'ai dû maintenir ce secret pendant 40 ans. » Margaret prit la lettre et commença à lire. Quand elle vit la signature, son sang ne fit qu'un tour. La lettre était signée par quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé impliqué dans cette histoire. Quelqu'un qui était encore vivant. Quelqu'un qui avait encore beaucoup de pouvoir dans la région. Quelqu'un qui ne reculerait devant rien pour protéger sa réputation. Margaret fixa la signature au bas de la lettre, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le nom écrit d'une écriture soignée était celui de Meredith Brennan, la veuve de l'ancien maire. Une femme de 82 ans, respectée dans toute la région pour ses œuvres caritatives et son engagement communautaire. « C'est impossible, » murmura Margaret. « Lisez la lettre en entier, » dit Betty. « Vous comprendrez. » Margaret parcourut le document daté du 14 août 1983, soit la veille de l'accident. L'écriture était celle d'une femme éduquée, mais le contenu était d'une froideur glaçante. « Derek, mon mari m'a fait part de vos exigences concernant cette Sullivan. Bien que je désapprouve ses méthodes de chantage, je reconnais que cette femme représente une menace pour notre famille. Charles est faible et stupide, mais il reste le père de mes enfants et le pilier de notre position sociale. Je ne peux permettre qu'une aventure sordide détruise tout ce que nous avons construit. Cette Sullivan doit comprendre qu'elle ne peut pas s'attaquer impunément à des gens respectables. Faites ce qu'il faut pour régler définitivement ce problème. Vous avez ma bénédiction pour agir comme bon vous semble. En retour, mes avocats s'assureront que vos petits ennuis avec la justice disparaissent discrètement. » Une femme qui connaît la valeur du silence, Meredith Brennan, Margaret reposa la lettre, les mains tremblantes. Elle a ordonné ma mort. Pas directement. Mais elle a donné à Derek le feu vert pour faire tout ce qu'il jugeait nécessaire. Et Derek, dans sa logique tordue, a décidé que la meilleure solution était de vous éliminer physiquement. Mais pourquoi? Pourquoi s'en prendre à moi plutôt qu'à son mari? Betty eut un sourire sans joie. Parce que Meredith Brennan est une femme de l'ancienne école. Pour elle, les hommes sont faibles par nature, incapables de résister aux tentations. Mais les femmes, elles, sont responsables de maintenir l'ordre moral. Dans son esprit, vous étiez la tentatrice qui avait corrompu son pauvre mari innocent. Margaret repensait à Meredith Brennan telle qu'elle la connaissait.
une dame âgée élégante, toujours tirée à 4 épingles, qui présidait le comité des dames patronesses et finançait la moitié des œuvres de charité de la région. L'idée qu'une telle femme ait pu ordonner un meurtre paraissait surréaliste. Comment avez-vous obtenu cette lettre? Derek la gardait comme une police d'assurance. Il savait que si les choses tournaient mal, il pourrait toujours accuser Meredith d'être la véritable instigatrice. Mais il n'a jamais eu l'occasion de s'en servir. Margaret réfléchissait rapidement. Betty, cette lettre prouve que Meredith Brennan est complice de meurtre. Même après 40 ans, il n'y a pas de prescription pour ça. C'est exactement ce que je me dis depuis des décennies. Mais Meredith est une femme puissante, Margaret. Elle a de l'argent, des relations, des avocats. Et surtout, elle a 82 ans. Même si vous arrivez à prouver sa culpabilité, que va-t-il se passer? Elle finira ses jours dans une prison médicalisée. Et vous deviendrez la femme qui a détruit la réputation d'une bienfaitrice vénérée. Vous pensez que je devrais laisser tomber? Je pense que vous devriez être prudente. Meredith Brennan n'est plus la femme active qu'elle était. Mais elle a des enfants, des petits-enfants qui ont grandi dans le privilège et le respect. Ils feront tout pour protéger l'héritage familial. Margaret pensait au fils de Meredith Brennan, Charles Jr., avocat prospère à Denver, et Michael, qui dirigeait la plus grosse banque de la région. Des hommes influents qui n'apprécieraient certainement pas de voir leur mère accusée de meurtre. « Qu'est-ce que vous me proposez ?» Betty ferma la boîte métallique et la poussa vers Margaret. « Je vous donne tout. Tous les documents de Derek, toutes les preuves. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais avant de prendre une décision définitive, allez voir Meredith. Parlez-lui. Regardez-la dans les yeux et jugez par vous-même si cette vieille dame mérite d'être traînée devant les tribunaux. » Margaret soupesa la boîte. Elle était lourde, remplie de 40 années de secrets et de mensonges. « Et vous? Qu'est-ce que vous allez faire? »« Moi? Je vais disparaître. J'ai 80 ans, Margaret. J'ai passé 40 ans à maintenir l'équilibre fragile de cette communauté, à m'assurer que les secrets de chacun restent enfouis. Je suis fatigué. Il est temps que quelqu'un d'autre prenne le relais. Où allez-vous aller? J'ai une sœur en Oregon. Elle ne sait rien de tout ça. Je vais aller finir mes jours près de l'océan, loin de tous ces mensonges. » Margaret se leva pour partir, la boîte sous le bras. À la porte, elle se retourna vers Betty. « Une dernière question. Pourquoi me faire confiance? Comment savez-vous que je ne vais pas vous dénoncer pour le meurtre de Derek? » Betty eut un sourire triste. « Parce que vous êtes quelqu'un de bien, Margaret. Vous l'avez toujours été. Et parce que, contrairement à Derek, je ne méritais pas de mourir cette nuit-là. » Lui-ci. Le trajet de retour au ranch se déroula dans un brouillard. Margaret ne cessait de repenser à la conversation avec Betty, à ces révélations qui bouleversaient tout ce qu'elle croyait savoir. Arrivée chez elle, elle appela Sarah pour la rassurer, puis s'installa dans son salon pour examiner le contenu de la boîte. Il y avait des dizaines de lettres, de photos, de documents, tout l'arsenal de Derek Morrison pour faire chanter la moitié de la bonne société de Clearwater. Margaret découvrit des secrets vieux de plusieurs décennies, des détournements de fonds, des adultères, des corruptions diverses. Tout un pan caché de la vie de sa communauté. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'étaient les documents concernant l'accident. Derek avait tout gardé, les photos de la Camaro détruite, les rapports de police falsifiés, même l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec le shérif Bradley où ce dernier acceptait d'étouffer l'enquête. Et au fond de la boîte, elle trouva autre chose. Un petit carnet rouge où Derek avait consigné tous ses travaux. L'entrée du 15 août 1983 était particulièrement détaillée. Mission accomplie. La Sullivan et ses petits amis ne dérangeront plus personne. La vieille Brennan sera satisfaite. 2 morts, une blessée qui a perdu la mémoire. Parfait. Bradley s'occupe de l'enquête. Affaire classée. Je suis un génie. La froideur de ces lignes fit frémir Margaret. Derek avait écrit ça comme s'il rendait compte d'une mission militaire réussie. Elle passa le reste de la nuit à tout photographier, à tout documenter. À l'aube, elle avait constitué un dossier complet qui pourrait servir de base à une enquête policière. Mais elle hésitait encore sur la conduite à tenir. Vers 8 heures du matin, elle prit sa décision. Elle allait rendre visite à Meredith Brennan. Avant de révéler quoi que ce soit aux autorités, elle voulait entendre la version de cette femme qui avait ordonné sa mort 40 ans plus tôt. La propriété des Brennan était située dans le quartier le plus huppé de Clearwater, une vaste demeure victorienne entourée de jardins parfaitement entretenus.
Margaret gara sa camionnette devant le portail en fer forgé et remonta l'allée pavée qui menait à la porte principale. Elle sonna et attendit. Au bout de quelques minutes, une femme de ménage d'âge moyen vint ouvrir. « Je voudrais voir Madame Brennan, dit Margaret. Dites-lui que Margaret Sullivan souhaite lui parler. » La femme de ménage parut surprise. « Madame Brennan ne reçoit plus beaucoup de visites. Elle est très fatiguée depuis quelques mois. Dites-lui simplement mon nom. Je pense qu'elle acceptera de me voir. » Quelques minutes plus tard, la domestique revint, visiblement troublée. « Madame Brennan vous recevra dans le salon. Elle m'a demandé de préparer du thé. » Margaret suivit la femme à travers des couloirs ornés de portraits de famille et de meubles anciens. Le salon était une pièce spacieuse aux murs tapissés de soie, meublée d'antiquités qui devait valoir une fortune. Meredith Brennan était assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, une couverture sur les genoux malgré la chaleur du jour. Elle était encore belle malgré ses 82 ans, avec des cheveux blancs impeccablement coiffés et des yeux bleus perçants qui n'avaient rien perdu de leur acuité. « Margaret Sullivan », dit-elle d'une voix claire. « Cela fait bien longtemps. Madame Brennan. Asseyez-vous donc. Emma va nous apporter le thé. » Meredith étudia Margaret avec attention. « Vous avez bonne mine pour quelqu'un qui devrait être morte depuis 40 ans. » La franchise de cette déclaration prit Margaret au dépourvu. « Ainsi, vous ne niez pas? »« À mon âge, ma chère, on n'a plus le temps pour les faux semblants. Oui, j'ai donné à Derek Morrison le feu vert pour vous éliminer. Et je ne regrette rien. » Margaret sentit la colère monter en elle. « Vous ne regrettez pas la mort de ma cousine, celle de Mark Henderson? Des dommages collatéraux regrettables, mais nécessaires pour protéger ma famille. » « Nécessaire? Vous parlez de l'assassinat de 2 innocents. » Meredith Brennan eut un sourire glacial. « Chère Margaret, vous ne comprenez rien à la façon dont fonctionne le monde. Il y a des gens importants, et il y a les autres. Mon mari était important. Mes fils sont importants. Notre nom, notre réputation, notre influence servent à faire tourner cette région. Votre petite liaison sordide menaçait tout cela. Mon enfant aussi était important. L'enfant que j'attendais de votre mari. » Le visage de Meredith se durcit. Cet enfant était un bâtard qui n'aurait apporté que honte et scandale. Sa disparition a épargné bien des souffrances à tout le monde. Margaret réalisa avec horreur que cette femme était complètement dénuée d'empathie. Pour elle, les vies humaines n'étaient que des pions sur un échiquier social. « Madame Brennan, j'ai en ma possession tous les documents qui prouvent votre culpabilité. Je peux vous faire arrêter aujourd'hui même. »« Vraiment ?» Meredith actionna une sonnette posée sur son accoudoir. « Et vous pensez que mes fils vont laisser faire ça ?» La porte du salon s'ouvrit, et Margaret vit entrer 2 hommes en costume qu'elle reconnut immédiatement. Charles Brennan Jr. et Michael Brennan. Il la regardait avec une hostilité non dissimulée. « Madame Sullivan, » dit Charles Jr. d'une voix froide, « notre mère nous a expliqué la situation. Nous pensons qu'il serait préférable que vous gardiez vos accusations fantaisistes pour vous. » Margaret comprit qu'elle était tombée dans un piège. Meredith Brennan n'avait accepté de la recevoir que pour donner à ses fils l'occasion de l'intimider. « Ces accusations ne sont pas fantaisistes. J'ai des preuves. » « Des preuves de quoi ?» intervint Michael. « De prétendus agissements d'un homme mort depuis 40 ans ? Vous croyez vraiment qu'un tribunal va prendre au sérieux les élucubrations d'une veuve de 68 ans qui prétend avoir retrouvé la mémoire ? Il y a les documents de Derek Morrison, des faux probablement, ou des documents sortis de leur contexte. Mes avocats démonteront votre histoire en quelques minutes. » Margaret réalisa qu'elle était en mauvaise posture. Face à elle se dressait l'une des familles les plus puissantes de la région, avec les moyens financiers et les relations nécessaires pour étouffer n'importe quel scandale. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. « Votre silence » répondit Meredith. « En échange, nous sommes prêts à vous dédommager généreusement. Disons 2 millions de dollars. De quoi vous assurer une retraite confortable. Vous voulez m'acheter ? Nous voulons résoudre ce problème de façon civilisée. Acceptez notre offre, et cette histoire désagréable sera oubliée à jamais. » Margaret regarda ces 3 personnes qui lui proposaient tranquillement de l'acheter pour couvrir un meurtre. Elle pensait à Lisa, à Mark, à tous ceux qui étaient morts à cause de l'orgueil et de la cupidité de cette famille. Et si je refuse ? Charles Jr. eut un sourire mauvais. Alors nous devrons prendre des mesures plus énergiques. Vous savez, les accidents arrivent si facilement dans les ranchs isolés. La menace était claire. Margaret comprit qu'elle n'avait pas seulement affaire à des gens puissants,
mais à des gens dangereux qui n'hésiteraient pas à la tuer pour protéger leur secret. Je vais y réfléchir, dit-elle en se levant. Parfait. Vous avez 24 heures pour nous donner votre réponse. En quittant la propriété des Brennan, Margaret savait qu'elle venait de passer un point de non-retour. Il la laissait partir, mais il ne la laisserait pas vivre si elle représentait une menace pour eux. Il était temps de jouer ses dernières cartes. Margaret rentra au ranch le cœur battant, consciente qu'elle venait de défier l'une des familles les plus puissantes de la région. Dans son rétroviseur, elle aperçut une voiture sombre qui la suivait à distance. Les Brennan n'avaient pas perdu de temps pour la faire surveiller. Une fois, chez elle, elle verrouilla soigneusement toutes les portes et ferma les rideaux. Elle avait 24 heures pour prendre une décision qui déterminerait le reste de sa vie. Accepter l'argent des Brennan signifierait trahir la mémoire de Lisa et Mark, mais refuser équivaudrait probablement à signer son arrêt de mort. Elle s'installa à sa table de cuisine avec la boîte de documents de Derek Morrison et son téléphone portable. Il était temps de mettre en œuvre le plan qu'elle avait commencé à élaborer durant le trajet de retour. D'abord, elle appela Sarah Chen. « Sarah, j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous venir au ranch immédiatement? Et amener votre appareil photo. »« Margaret, vous m'inquiétez. Qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai quand vous serez là. Mais dépêchez-vous. » Ensuite, elle composa le numéro de William Henderson. « William, c'est Margaret. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Pouvez-vous contacter ce journaliste d'investigation de Denver, celui qui a enquêté sur les affaires de corruption l'année dernière? James Morrison? Bien sûr. Mais pourquoi? Dites-lui que j'ai une histoire qui va l'intéresser. Une histoire de meurtre, de chantage et de corruption qui implique certaines des familles les plus respectées du Wyoming. Demandez-lui de venir demain matin à 9 heures. Margaret, vous êtes sûre de ce que vous faites? Non. Mais je n'ai plus le choix. Son troisième appel fut pour ses enfants. Elle joignit d'abord Paul à Denver. Paul, écoute-moi bien. Je vais t'envoyer un email avec des documents très importants. S'il m'arrive quelque chose dans les prochains jours, je veux que tu les transmettes immédiatement au FBI et aux médias. Maman, vous me faites peur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Contente-toi de faire ce que je te demande. Et Paul, je t'aime. Dis à Jennifer que je l'aime aussi. Margaret raccrocha avant que son fils ait pu poser d'autres questions. Elle ne voulait pas lui mentir, mais elle ne pouvait pas non plus lui dire qu'elle risquait de mourir dans les prochaines heures. Sarah arriva une demi-heure plus tard, son appareil photo professionnel en bandoulière. « Margaret, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air terrifiée. » Margaret lui raconta tout. Sa visite chez Betty Morrison, les révélations sur Derek et Meredith Brennan, la confrontation de ce matin et les menaces des fils Brennan. « Mon Dieu, » murmura Sarah, « ces gens sont des monstres. Et maintenant, ils me donnent 24 heures pour accepter leur pot de vin ou disparaître. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. » Margaret ouvrit la boîte et étala tous les documents sur la table. « Je veux que vous photographiez chaque pièce, chaque lettre, chaque preuve. Puis, vous enverrez tout à mon fils Paul, avec une copie pour le journaliste qui arrive demain. » Sarah se mit au travail immédiatement, photographiant méthodiquement chaque document sous tous les angles. Margaret l'observait, admirant l'efficacité et le professionnalisme de la jeune femme. « Vous rendez-vous compte de ce que vous risquez en m'aidant? » demanda Margaret. « Les Brennan peuvent me faire du mal, mais ils ne peuvent pas détruire la vérité une fois qu'elle sera rendue publique. Et puis, je ne peux pas laisser des assassins s'en tirer impunément. » Quand Sarah eut terminé, elles transférèrent toutes les photos sur plusieurs clés USB que Margaret avait achetées en ville la semaine précédente. « Une pour vous, une pour mon fils, une pour le journaliste et une que je vais cacher ici au ranch, » expliqua Margaret. « Où allez-vous la cacher? » Margaret sourit tristement. « Dans la tombe de Robert. C'est le seul endroit où les Brennan n'oseront jamais aller chercher. » Le soleil se couchait quand Sarah repartit, emportant avec elle une copie complète de toutes les preuves. Margaret se retrouva seule dans sa maison, entourée par le silence pesant de la campagne. Elle savait que quelque part dans l'obscurité, des hommes la surveillaient, attendant le bon moment pour agir. Elle prépara un dîner qu'elle ne parvint pas à avaler, puis s'installa dans son salon avec une tasse de thé. Sur la table basse, elle avait disposé les photos de sa famille, Robert, leurs enfants quand ils étaient petits, et aussi cette vieille photo de Lisa qu'elle avait retrouvée dans ses affaires. Sa jeune cousine souriait à l'objectif, pleine de vie et d'espoir. Elle n'avait que 10 à 8 ans quand elle était morte à cause de l'orgueil et de la méchanceté des Brennan. Margaret lui devait la vérité, même si cela devait lui coûter la vie.
Vers 22 heures, elle entendit des bruits à l'extérieur. Des pas sur le gravier, le grincement d'une porte de clôture qui s'ouvrait. Il venait pour elle. Margaret éteignit toutes les lumières et se dirigea vers sa chambre. Dans le tiroir de sa table de nuit, elle prit le revolver que Robert gardait pour se défendre contre les coyotes et les voleurs. Elle l'avait nettoyé et chargé dans l'après-midi, espérant ne pas avoir à s'en servir. Les bruits se rapprochaient. Margaret entendait maintenant des voix étouffées, au moins 2 hommes qui faisaient le tour de la maison. Probablement des professionnels engagés par les Brennan pour faire disparaître le problème qu'elle représentait. Elle se glissa dans le couloir et jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Dans la lumière de la lune, elle distingua 2 silhouettes qui examinaient les portes et les fenêtres, cherchant le meilleur moyen d'entrer. Margaret prit son téléphone et composa le numéro des urgences. « Police secours, j'écoute. Il y a des intrus chez moi. Ranch Sullivan, route de Pine Creek. Ils sont armés et dangereux. Nous envoyons une patrouille immédiatement. Restez en ligne et cachez-vous. » Mais Margaret savait que les secours arriveraient trop tard. La station de police la plus proche était à 20 minutes de route, et les hommes dehors n'attendraient pas. Un bruit de verre brisé lui confirma que l'un d'eux venait de forcer la fenêtre de la buanderie. Il était temps d'agir. Margaret se dirigea vers la porte d'entrée, le revolver à la main. Si elle devait mourir ce soir, au moins elle emporterait avec elle la satisfaction de savoir que la vérité éclaterait bientôt. Demain matin, le journaliste de Denver recevrait toutes les preuves de la culpabilité des Brennan. Et cette fois, aucun pot de vin ne pourrait étouffer le scandale. Elle ouvrit brusquement la porte et sortit sur la véranda, surprenant l'homme qui montait les marches. « Arrêtez-vous » cria-t-elle en pointant son arme sur lui. L'homme figea, les mains en l'air. C'était un individu d'une 50aine d'années, costaud, avec des yeux froids de professionnel. Madame Sullivan posait cette arme. « Nous voulons juste parler. »« Parler ? À minuit. En cassant mes fenêtres. Les fils Brennan veulent s'assurer que vous avez bien réfléchi à leur proposition. Dites aux fils Brennan qu'ils auront ma réponse demain. » En première page des journaux, l'homme eut un sourire mauvais. « Je crains que ce ne soit plus possible, Madame Sullivan. » C'est alors que Margaret sentit le canon d'une arme se poser contre sa nuque. Le second intrus l'avait contournée et se tenait maintenant derrière elle. « Lâchez votre arme », dit une voix grave à son oreille. Margaret comprit que c'était fini. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour révéler la vérité. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à espérer que Sarah et Paul utiliseraient bien les preuves qu'elle leur avait transmises. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à abandonner, des phares puissants illuminèrent soudain la cour du ranch. Elle entendit le hurlement des sirènes qui se rapprochaient. Les 2 hommes paniquèrent à la vue des phares et du bruit des sirènes, qui se rapprochaient rapidement. Celui qui tenait Margaret en joue recula d'un pas, hésitant entre fuir et accomplir sa mission. « On dégage !» cria le premier homme. « La police arrive !»« Pas sans avoir fini le travail !» répliqua l'autre en raffermissant sa prise sur son arme. Margaret sentit le canon du pistolet trembler contre sa nuque. L'homme était nerveux, ce qui le rendait encore plus dangereux. Un geste brusque, et il pourrait tirer par réflexe. « Réfléchissez, dit-elle d'une voix qu'elle espérait calme. Si vous me tuez maintenant devant la police, vous n'aurez aucune chance de vous en sortir. Ferme-la. » Les voitures de police étaient maintenant visibles au bout de l'allée, leurs gyrophares illuminant les arbres d'éclats bleus et rouges. Margaret compta au moins 3 véhicules qui remontaient vers la maison à toute vitesse. L'homme devant elle jeta son arme et leva les mains. « Eddie, on se tire, maintenant !» Mais Eddie, celui qui la tenait en joue, semblait paralysé par l'indécision. Margaret sentait sa nervosité croissante, la sueur qui perlait sur ses mains, l'odeur de sa peur mélangée à sa colère. « Les Brennan nous paieront plus si elle est morte, » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour son complice. « Ils ne nous paieront rien si on est en prison. » Les voitures de police s'arrêtèrent dans un crissement de frein à une 20aine de mètres de la véranda. Des portières claquèrent, et Margaret entendit des voix crier des ordres. Des faisceaux de lampes torches balayèrent la scène. « Police, lâchez vos armes et mettez les mains en évidence !» Le premier homme obéit immédiatement, se jetant à plat ventre sur le gravier. Mais Eddie resserra son étreinte sur Margaret, l'utilisant comme bouclier humain. « Restez où vous êtes !» cria-t-il au policier. « Ou je la tue !» Margaret reconnut la voix du shérif adjoint Thurs qui répondait avec un porte-voix. « Monsieur, relâchez votre otage et rendez-vous. Nous
Pouvons résoudre cette situation sans violence. » « Il n'y a rien à résoudre. Cette femme va mourir ce soir. » Margaret sentit la détermination froide qui envahissait l'homme derrière elle. Il avait pris sa décision. Les conséquences ne l'intéressaient plus. Quelqu'un lui avait promis suffisamment d'argent pour qu'il soit prêt à mourir pour l'obtenir. Mais Margaret n'avait pas survécu à 68 années de vie difficile pour se laisser abattre maintenant. Pas quand elle était si près de révéler la vérité. « Eddie », dit-elle doucement, assez fort pour que les policiers l'entendent. « Vous savez qui m'a engagé pour vous tuer? Meredith Brennan. » La même femme qui a fait assassiner ma cousine de 10 à 8 ans il y a 40 ans. « La ferme! Elle vous a promis de l'argent, c'est ça? Combien? 100 000? 200 000? » Margaret parlait d'une voix claire, s'adressant autant aux policiers qu'à son ravisseur. Elle a payé Derek Morrison pour tuer innocents en 1983. Maintenant, elle vous paie pour me tuer parce que j'ai découvert la vérité. J'ai dit de la fermer. Mais Margaret continuait, sachant que chaque mot était enregistré par les équipements de la police. Tout est documenté et dit. Toutes les preuves ont été transmises à la presse. Même si vous me tuez, les Brennan ne pourront pas étouffer le scandale cette fois. L'homme hésitait maintenant. Margaret sentait sa confusion, sa réalisation progressive qu'il était peu. Être en train de risquer sa vie pour des gens qui l'abandonneraient à la première difficulté. C'est alors qu'elle entendit une voix familière parmi celles des policiers. Sarah Chen était là, quelque part dans l'obscurité. « Margaret, tenez bon! Le journaliste est en route! » Il a déjà publié l'histoire en ligne. Cette nouvelle eut l'effet d'une bombe. Eddie relâcha légèrement sa prise, suffisamment pour que Margaret puisse se dégager d'un mouvement brusque. Elle roula sur le côté au moment où le coup de feu éclatait dans la nuit. La balle siffla au-dessus de sa tête et se ficha dans la porte d'entrée. Immédiatement, une dizaine de coups de feu répondirent depuis les positions de la police. Eddie s'effondra sur la véranda, touché à la poitrine et à l'épaule. Margaret rampa vers les marches pour s'abriter, le cœur battant à tout rompre. Autour d'elle, c'était le chaos. Ordres criés, bruit de course, sirènes d'ambulance qui se rapprochaient. En quelques minutes, la situation était maîtrisée. Eddie était évacué vers l'hôpital sous bonne garde et son complice embarqué dans une voiture de police. Margaret se retrouva assise sur les marches de sa véranda, une couverture sur les épaules, entourée par une demi-douzaine de policiers qui prenaient sa déposition. Le shérif adjoint Torres s'agenouilla près d'elle. « Madame Sullivan, êtes-vous blessée? »« Non, ça va. Juste secouée. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces hommes voulaient vous tuer? » Margaret regarda autour d'elle. Dans la lueur des gyrophares, elle aperçut Sarah qui discutait avec l'un des policiers, montrant les photos qu'elle avait prises dans l'après-midi. Un peu plus loin, elle reconnut William Anderson, qui était apparemment arrivé avec la police. « C'est une longue histoire, » dit-elle au shérif adjoint. « Une histoire qui commence il y a 40 ans avec un accident qui n'en était pas un. » Thor sortit son carnet. « Je vous écoute. » Et Margaret commença à tout raconter. L'accident de 1983, le chantage de Derek Morrison, le meurtre commandité par Meredith Brennan, la conspiration qui avait duré 4 décennies. Elle parla de sa liaison avec Charles Brennan, de sa grossesse perdue, de sa cousine Lisa et de Mark Henderson Moore pour avoir voulu défendre la justice. Autour d'elle, les policiers prenaient des notes, posaient des questions, coordonnaient avec leurs collègues. L'un d'eux était en communication radio constante avec le bureau du procureur de l'État. « Madame Sullivan, dit finalement Thor, nous allons avoir besoin de toutes les preuves dont vous disposez, et il va falloir que vous acceptiez d'être placé sous protection le temps que nous procédions aux arrestations. » « Quelles arrestations ?»« Celles de Meredith Brennan et de ses fils, bien sûr. Si tout ce que vous nous dites est exact, ils sont complices de meurtre et de tentatives de meurtre. » Margaret sentit une satisfaction profonde l'envahir. Enfin, après 40 années de silence, la justice allait être rendue. Sarah s'approcha et s'assit près d'elle sur les marches. « Margaret, le journaliste de Denver a publié l'histoire sur le site de son journal. En première page, avec tous les documents que nous avons photographiés. D'ici demain matin, tout le pays sera au courant. » Margaret hocha la tête, épuisée, mais soulagée. « Lisa et Mark vont enfin avoir justice. Grâce à vous, grâce à votre courage. » Dans l'obscurité de la nuit, Margaret leva les yeux vers les étoiles qui brillaient au-dessus des montagnes. Quelque part là-haut, elle espérait que sa cousine et ce brave Mark Henderson pouvaient enfin reposer en paix. La vérité avait mis 40 ans à remonter à la surface,
mais elle avait fini par triompher. 3 mois plus tard, Margaret se tenait debout devant les tombes de Mark Henderson et Lisa Werner, dans le petit cimetière de Pioneer Hill. L'automne avait peint les montagnes de rouge et d'or, et l'air frais portait l'odeur des feuilles mortes et de la terre qui se préparait à l'hiver. Sur chaque tombe, elle déposa un bouquet de fleurs sauvages cueillies dans ses pâturages. Des lupins bleus, des roses trémières, de la sauge argentée, les mêmes fleurs que Lisa aimait ramasser enfant lors de ses visites aux ranchs. « Justice vous a enfin été rendue, » murmura-t-elle. « Cela a pris 40 ans, mais la vérité a fini par éclater. » Le procès de Meredith Brennan et de ses fils avait défrayé la chronique dans tout le Wyoming et au-delà. Les médias nationaux s'étaient emparés de cette histoire de meurtre et de corruption qui impliquait l'une des familles les plus respectées de l'État. La publication des documents de Derek Morrison avait déclenché une avalanche de révélations sur la corruption dans le comté de Clearwater. Meredith Brennan, malgré ses 82 ans, avait été déclarée apte à subir son procès. Confrontée aux preuves accablantes, elle avait finalement avoué avoir ordonné l'élimination de Margaret en 1983. Elle avait été condamnée à la prison à vie, une sentence qu'elle purgeait dans l'unité médicale de la prison d'État. Ses fils, Charles Jr. et Michael, avaient été reconnus coupables de tentative de meurtre avec préméditation et complicité d'association de malfaiteurs. Ils avaient écopé de 25 ans de prison chacun. Leur carrière prestigieuse et leur fortune familiale n'étaient plus qu'un souvenir. Betty Morrison avait finalement accepté de témoigner contre les Brennan en échange d'une immunité partielle. Elle avait confirmé que Derek était bien l'auteur matériel de l'accident de 1983, agissant sur ordre de Meredith Brennan. Pour sa part dans la mort de Derek, elle avait été condamnée à 10 ans de prison avec sursis, compte tenu de son âge et des circonstances atténuantes liées aux violences qu'elle avait subies. William Henderson apparut au sommet de la colline, marchant lentement avec sa canne. À 75 ans, le chagrin et les années avaient voûté ses épaules, mais ses yeux brillaient d'une paix que Margaret ne lui avait jamais vue auparavant. « Margaret, dit-il en s'approchant, je savais que je vous trouverais ici. »« Bonjour, William, comment allez-vous ?»« Mieux. Pour la première fois depuis 40 ans, je dors paisiblement. » Il regarda la tombe de son fils. « Marc aurait été fier de vous, vous savez. Il écrivait dans son journal que vous étiez quelqu'un de courageux. » Il avait raison. Margaret sourit tristement. « Je n'ai fait que ce qui était juste. » Ce que j'aurais dû faire il y a 40 ans si j'avais eu le courage. Vous étiez une victime, Margaret. Vous aviez perdu la mémoire à cause du traumatisme. Ce n'était pas votre faute. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant les tombes de ces 2 jeunes gens dont les vies avaient été fauchées trop tôt. « Que vont devenir les œuvres caritatives de Meredith Brennan ?» demanda Margaret. « La plupart ont été dissoutes. L'argent a été redistribué à d'autres organisations. Il est ironique de penser que toute cette fortune bâtie sur la corruption finira par faire du bien malgré tout. » Margaret hocha la tête. « Et la famille ? Les petits-enfants ? Ils ont changé de nom et déménagé dans l'Est. Ils n'ont rien à voir avec les crimes de leurs aînés. Ils méritent de pouvoir refaire leur vie sans porter le fardeau de cette histoire. » Sarah Chen les rejoignit, remontant le sentier avec son énergie habituelle. Elle portait un énorme bouquet de tournesol qui illuminait le paysage automnal. « J'espérais vous trouver ici, » dit-elle essoufflée. « J'ai une nouvelle à vous annoncer. Bonne ou mauvaise ?» demanda Margaret. « Excellente. Le conseil municipal a voté à l'unanimité pour renommer le lac Mirror. Il s'appellera désormais le lac Anderson-Warner, en mémoire de Mark et Lisa. » William Anderson sentit ses yeux s'embuer. « C'est merveilleux. » « Merci, Sarah. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Margaret qui a proposé cette idée au maire. Ils placèrent les tournesols sur les tombes, ajoutant leur couleur vive aux fleurs sauvages de Margaret. Le contraste était saisissant, la beauté simple de la nature face à l'éclat lumineux de l'espoir. « Et vous, Margaret ?» demanda William. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Margaret regarda au loin vers les montagnes qu'elle chérissait tant. « Je vais continuer à vivre. »« À m'occuper du ranch, des animaux. Paul et Jennifer viennent passer Noël avec moi cette année la première fois en 10 ans. Ils disent qu'ils sont fiers de leur mère courageuse. Vous le méritez, après tout ce que vous avez traversé. J'ai aussi décidé de créer une fondation. Avec l'argent que les Brennan voulaient me donner pour racheter mon silence, les avocats ont réussi à le récupérer comme dommages et intérêts. Cette fondation aidera les familles de victimes de crimes non résolus à chercher la vérité. » Sarah applaudit. « C'est une idée magnifique. » Lisa et Mark auraient approuvé.
En redescendant vers leur voiture, Margaret s'arrêta une dernière fois pour regarder en arrière. Les rayons dorés du soleil couchant illuminaient les tombes, créant une atmosphère de paix et de sérénité. 40 ans plus tôt, elle avait quitté ce cimetière le cœur brisé et l'esprit vide, sans souvenir de la tragédie qui avait coûté la vie à sa cousine bien-aimée. Aujourd'hui, elle repartait l'âme apaisée, sachant que justice avait été rendue et que la vérité avait triomphé. Le fragment de métal qui avait déclenché cette quête de vérité reposait maintenant dans une vitrine au tribunal du comté, pièce à conviction d'un procès historique. Mais pour Margaret, il représentait bien plus qu'une simple preuve matérielle. Il symbolisait la force de la mémoire, la persistance de la vérité et le pouvoir de la justice, même tardive. Dans sa camionnette, sur le chemin du retour vers le ranch, elle alluma la radio. Les informations locales parlaient d'autres sujets maintenant, la météo, les cours du bétail, les résultats sportifs du lycée. La vie avait repris son cours normal à Clearwater, mais quelque chose avait changé dans cette communauté. Les gens parlaient plus librement, se regardaient différemment. La peur et les secrets qui avaient empoisonné la ville pendant des décennies s'étaient dissipés avec la révélation de la vérité. Margaret sourit en apercevant son ranch au loin, ses bâtiments familiers illuminés par les derniers rayons du soleil. Cette terre qui avait vu naître 3 générations de Sullivan continuerait à prospérer. Et peut être qu'un jour, ses petits-enfants viendraient écouter l'histoire de leur grand-mère qui avait eu le courage de défier les puissants pour rendre justice aux innocents. Les montagnes se dressaient toujours, à l'horizon, éternel et immuable. Mais dans leur ombre, une femme de 68 ans avait prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. La vérité avait mis 40 ans à ressurgir, mais elle avait fini par triompher. Et c'était tout ce qui comptait.